Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. C'est une étude qui est publiée ce matin sur un sujet, ma foi, hautement débattu ces dernières semaines, l'immigration temporaire. On soulève à la fois la question, est-ce que l'immigration temporaire, est-ce que c'est tant que ça? Est-ce que c'est si problématique que ça? Est-ce qu'on va être capable de la réduire? Parce que tous les gouvernements disent qu'il faudrait la réduire, mais on a l'impression qu'une fois que ça a été fait, là, c'est pas facile à gérer. Emna Braham est présidente directrice générale de l'Institut du Québec. Bonjour. Bonjour, Mario. Vous faites beaucoup d'études là, sur les questions d'économie, de main-d'œuvre. Là, vous touchez à la question de l'immigration temporaire. Est-ce qu'il y en a eu trop? Est-ce que vraiment le constat qui semble généralisé pour vous, il est réel? Ce qu'on a vu, c'est que les deux gouvernements, Québec et Ottawa, ont largement ouvert les vannes de l'immigration temporaire à la sortie de la pandémie pour répondre à des besoins ponctuels, notamment des pénuries de main-d'œuvre, mais tentent depuis le début de l'année 2024 à faire marche arrière. Ce qui était nécessaire parce que, finalement, le bond de l'immigration temporaire qu'on a vu au cours des dernières années, il est exceptionnel. On a vu que la population du Québec et du Canada a cru à des rythmes qu'on voit habituellement dans des pays en voie de développement. Donc, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel dans ce bond de l'immigration temporaire. Puis, d'un point de vue économique, on a vu aussi que l'arrivée de ces nouvelles personnes n'a pas suivi le rythme de création d'emplois, ce qui fait que le taux de chômage a augmenté au Québec parce qu'on n'a pas créé assez d'emplois pour ces nouveaux venus. Puis, c'est ces nouveaux venus qui en payent le prix. C'est leur taux de chômage qui est aujourd'hui à 2 chiffres. Il y a 2 thèses, là. On va chercher, on manque de main-d'œuvre. Je pourrais mettre là, sur votre chaise plein de gens d'affaires du Québec qui ont des entreprises et qui vont dire, moi, dans tel type de métier spécialisé, là, j'en ai pas. Là. J'ai beau faire une offre d'emploi, j'aurais pas un curriculum vitae. Il y en a plus. Là, donc, il faut aller chercher ces métiers spécialisés à l'extérieur. De l'autre côté, on entend l'autre thèse qui dit, non, beaucoup d'employeurs sont devenus dépendants. Plutôt que d'investir en automatisation, robotisation, on prend de la main-d'œuvre à bon marché, on fait venir de la main-d'œuvre de l'étranger, ils vont travailler proche du salaire minimum. Est-ce qu'il y a des deux? Comment vous partagez votre analyse entre ces deux thèses? Là? Mais c'est certain que idéalement, il y a une certaine tension entre les deux, c'est-à-dire qu'on veut que les entrepreneurs aient quand même un incitatif à investir parce que les pénuries de main-d'œuvre qu'on voit, il y a un aspect qui est ponctuel, qui est conjoncturel parce qu'il y a de la croissance, on a besoin de main-d'œuvre, mais il y a aussi un aspect qui est structurel. Il y a davantage de personnes qui partent à la retraite que de jeunes qui rentrent. Donc, c'est vrai qu'on manque de main-d'œuvre dans certains métiers, mais on va en manquer pendant longtemps. Donc, on veut investir, on veut transformer nos façons de faire pour être capable de, à plus long terme, continuer à opérer, à prospérer dans un contexte où on aura tout simplement moins de main-d'œuvre qu'avant. Donc, on veut qu'il y ait cet incitatif-là, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a des secteurs de l'activité économique en fait, il n'y aurait pas d'activité s'il n'y avait pas de travailleurs temporaires. Alors, comment trouver cet équilibre? C'est certain que c'est pas évident, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sûrement que le fait d'avoir eu recours autant à de l'immigration temporaire au moment où on avait des pénuries de main-d'œuvre à la sortie de la pandémie, on a un peu raté la chance de faire ces transformations qui étaient nécessaires. La question, faire marche arrière, parce que là, moi, je comprends aussi, ou je lis entre les lignes, que quand on parle d'immigration temporaire, par exemple, il y a des travailleurs agricoles pour qui c'est très clair. Ils viennent ici quelques mois, retournent dans leur pays. Il y en a pour qui c'est clair. Il y en a d'autres, des étudiants qui viennent sous un statut d'immigrant temporaire, mais si vous allez interviewer la personne, l'individu, là, qui n'est pas une mauvaise personne, qui n'a pas de mauvaise intention, mais il veut rester au Canada, je veux dire, c'est un beau pays, son pays d'origine est beaucoup plus pauvre, ses opportunités sont beaucoup moins grandes. Alors, il y a des gens qui sont entrés sous un titre d'immigration temporaire, mais dans leur tête et dans leur cœur, l'intention de rester ici est ferme, là. Oui, et d'ailleurs... Ça, c'est un malentendu, là. Mais même les gouvernements du Québec et du Canada en font la promotion. Hein. On dit, venez étudier ici et vous pourrez ensuite travailler, rester avec des permis post-diplôme, demander la résidence permanente. Mais ça illustre bien le fait que c'est des vases communicants. On va difficilement pouvoir faire des changements à l'immigration temporaire sans impacter l'immigration permanente. Comme dans le passé, le fait d'avoir maintenu des seuils d'immigration permanents faibles, en même temps qu'il y avait des besoins importants dans l'économie, simplement, en fait, fait passer cet afflux vers l'immigration temporaire où les gouvernements ont moins de contrôle. Donc, ça appelle aussi à la nécessité de penser de manière cohérente à l'immigration temporaire et permanente parce que
parce que justement, il va falloir s'assurer que les changements qui sont faits dans un programme n'aient pas des effets néfastes sur un autre. Quand vous entendez, par exemple, le Parti québécois qui dit cette semaine, nous, là, d'un coup, là, on couperait de moitié l'immigration temporaire. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que, selon vos études, ça serait faisable? Mais ça va être vraiment un virage à 180 degrés qui va être difficile à faire parce que, contrairement au débat qu'on a l'habitude d'avoir sur l'immigration permanente où il suffit d'établir un seuil, on veut accueillir 50 000 immigrants permanents. Pour l'immigration temporaire, il s'agit plutôt de renverser une multitude d'assouplissements qui ont été faits au cours des dernières années. Par exemple, à des employeurs, là, pour qui c'est quasiment un automatisme, tu as le droit à tant de travailleurs temporaires. Lui, l'employeur, il a calculé ça dans sa planification de main-d'œuvre, dans sa tête. Il peut les prendre dans un pays ou à un autre, mais il a le droit d'avoir un nombre de gens. Là. Mais même administrativement, au niveau fédéral et au niveau provincial, c'est des dizaines de programmes différents avec des critères spécifiques, souvent dont la responsabilité est partagée entre Québec et Ottawa. Donc, c'est une complexité administrative, tout simplement, de réduire l'immigration temporaire et en plus, une complexité à naviguer sur fond de tensions politiques entre les deux gouvernements. Ouais. Dans tout ça, on a beaucoup mis la loupe sur les demandeurs d'asile au cours de la dernière année. C'est une catégorie dont on a beaucoup parlé. Est-ce qu'elle est la plus importante? Est-ce que il y a eu le chemin Roxham, une période extrême, mais dans les chiffres que vous voyez, c'est quoi l'importance des demandeurs d'asile par rapport aux autres catégories de temporaires? C'est une partie importante, mais lorsqu'on voit la hausse de l'immigration temporaire, on voit que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tant les demandeurs d'asile qui ont le plus augmenté, mais les permis de travail qui ont contribué pour près de la moitié de la hausse de l'immigration temporaire entre 2021 et 2024. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, finalement, la responsabilité de cette hausse, elle est partagée entre le gouvernement fédéral et provincial, parce que pour les permis de travail, quand on regarde les critères spécifiquement, on voit que émettre un permis, ça relève souvent des décisions prises par les deux ordres de gouvernement. Je vous donne un exemple. Une des grosses catégories des permis de travail, c'est les permis de travail post-diplôme, qui sont officiellement sous la responsabilité du gouvernement fédéral, mais qui, dans les faits, sont délivrés à des étudiants qui ont été au préalable sélectionnés par Québec. Ça, c'est on finit son diplôme. On va dans une université, par exemple, québécoise, on obtient son diplôme, on finit son programme, et puis là, on veut cette espèce de passerelle pour rester dans le pays puis y travailler. Exactement. Alors, ça fait partie du grand chapeau qu'on appelle le programme de mobilité internationale qui est sous responsabilité du gouvernement fédéral. Alors, on dit aujourd'hui, le gouvernement fédéral doit couper dans ce programme, mais en même temps, le risque, c'est de se tirer dans le pied, finalement, parce que c'est des étudiants que le Québec a voulu attirer, et dans bien des cas, ce sont d'excellents candidats pour rester travailler par la suite. Qui ont un diplôme d'ici et qui ont probablement appris le français s'ils ont étudié dans une université francophone. Emna Abraham, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.